Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'organisation produit. Cette série est constituée de 3 vidéos. La première sera autour des principes prérequis, pourquoi on parle d'organisation produit, à quoi ça sert. Dans la deuxième, on parlera un peu de théorie, et quand on parlera un peu de théorie, on ira sur un livre de référence qui s'appelle Team Topology, que j'expliquerai pour décrire un peu comment ça marche. Et sur la partie d'après, c'est au fait, ce serait bien d'avoir un exemple pour savoir dans la vraie vie comment ça marche. Donc, première vidéo, je vais rester sur les principes et les prérequis de l'organisation de produit. Avant d'aller plus loin, qui suis-je? Samuel Rothière, Technical Operation Manager chez Pixis. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? C'est assez simple, on va chercher à relier stratégie et exécution. Je le dirai sûrement plusieurs fois. Globalement, il n'y a pas de meilleure organisation produit et de l'organisation produit ultime. Il y a une organisation qui limite les frictions entre la stratégie et ce qu'on veut faire. Donc là, on va vraiment parler des bridges, donc du pont, pour être capable d'avoir une stratégie qu'on est capable d'exécuter. On va relier les deux. Bon, c'est quoi une stratégie? J'en ai parlé plus en détail dans les vidéos sur la partie approche produit si vous voulez avoir plus de détails. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une vision et une stratégie, les deux vont ensemble. Donc la mission, c'est la raison d'être. C'est quelque chose de je vais aider les gens à se déplacer dans le monde. Et la partie vision, la partie stratégie. Donc on a la vision d'entreprise, la stratégie d'entreprise, la vision produit, la stratégie produit, ça va toujours ensemble. La vision, c'est mon arc-en-ciel vers où je veux aller. Je suis capable de décrire quelque chose de concret. Si je vous projette dans mon arc-en-ciel qui est ma vision, vous verrez que les gens peuvent rouler sur des overboards. Oui, j'ai trop regardé Retour vers le futur, mais c'est pas grave. Et après, la stratégie, c'est comment on va réussir à faire qu'un jour, les gens réussissent à bouger en overboard. Donc là, en gros, la vision, ça me décrit des choses constatables. Et c'est là où, en général, j'insiste, où je vais avoir des trucs un peu concrets, parce que sinon, j'ai pas grand-chose sur lequel m'appuyer. Des fois, ce que je dis, c'est que j'ai des visions qui sont du sable, et j'ai pas de fondation. Et après, la stratégie, c'est comment j'y vais. Donc quand je dis comment j'y vais, c'est pas un plan qui me dit exactement comment je passe de là à mon arc-en-ciel, parce qu'en plus, mon arc-en-ciel, il va bouger. C'est le principe d'un arc-en-ciel. Mais en tout cas, ça va me dire, option A, vous passez pas par là. Et l'option B, l'option C, on peut passer. Par contre, on essaie de tous passer sur la partie option C. Donc en gros, on va donner du focus et on va essayer de faire qu'on mette les ressources au bon endroit pour avoir le plus d'effets possible. Bon, à quoi ça sert d'avoir une stratégie? Avoir du focus. Si chacun fait son truc dans son coin, c'est hyper joli. Ça fait un super feu d'artifice. Mais à l'arrivée, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne produit pas grand-chose. Donc des fois, il vaut mieux dire, plutôt que d'avoir 10 personnes qui bossent sur un truc dans un coin, il vaut mieux prendre 10 personnes au même endroit sur un sujet. Au moins, on avance, on le fait et ça avance. Donc c'est ça l'intérêt de la partie stratégie, c'est de diminuer, on va dire, l'évaporation due au fait du manque de focus. Donc dans la principe, ça ressemble à quoi? Donc là, voilà, c'est un exemple. Je vais un peu plus loin sur la partie vision et la partie stratégie. À voir à combien vous vous projetez, 2, 3 ans, 1 an, blablabla. Ça, vous décidez. Donc c'est à quelle distance sera votre arc-en-ciel, et votre arc-en-ciel, il va passer sa vie à bouger. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que voilà, il n'y a pas de stratégie sans changement. La stratégie, ça dit comment on passe d'aujourd'hui à l'arc-en-ciel. Et s'il n'y a rien qui change, c'est compliqué. Et donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la vision. Donc là, on va dire voilà où est-ce qu'on a envie d'aller. Le désordre acceptable, c'est l'endroit parce qu'on ne sait pas tout. On dit ok, éventuellement vous passez par cette option-là. Et après, il y a les zones interdites où on ne veut pas passer. Et là, après, on va retrouver des axes stratégiques. C'est comment on veut par rapport à ça se projeter et avancer. Donc ça donne des options pour aller vers la vision. Et comment savoir si on avance? On avance, et ça décrit aussi les no-go zones, les endroits où on ne veut pas aller. Que retenir pour du design d'orga? Et c'est là où ça va être intéressant, parce que globalement, la stratégie va nous dire, OK, on veut aller à tel endroit, on va avoir plus de volume, de la meilleure satisfaction, et on va avoir moins de coûts. Bon, là, le truc de dire, OK, ma vision et ma stratégie, c'est, alors je veux plus de commandes, plus de clients contents et moins de coûts. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Je prends toutes les boîtes de la Terre, globalement, je vais retrouver plus de revenus, moins de coûts et des clients plus satisfaits. Donc c'est là où c'est pas assez. Ce qui va nous intéresser, c'est OK, qu'est-ce qu'on est en train de faire et c'est quoi la stratégie? Les gros paris, c'est OK, je vais rajouter une gamme complète de services. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on va se poser la question de l'organisation humaine, si je suis en train de faire un gros pari, c'est pas du tout la même chose que je suis en train de dire OK, j'ai une base bien stable et je suis en train de la faire évoluer avec des variations. Donc c'est ça qu'on a besoin de comprendre à ce moment-là. Parce qu'en fonction de la stratégie, on va mettre en place l'organisation qui va en face. Donc les 3 modèles qui émergent. Donc les gros paris, c'est vraiment je crée une nouvelle activité from scratch. De nouveaux services. Donc là, je vais rajouter des chaînes de valeur. Donc rajouter des chaînes de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire rajouter des sources potentielles de revenus sur un produit qui existe quand même déjà. Donc je ne vais pas sortir complètement. Et après, je vais rajouter des variations
Donc là, des variations, c'est ma chaîne de valeur, elle existe, mais je vais rajouter des petits trucs. Ok, tu peux changer de couleur, ou tu as le t-shirt jaune, tu vas rajouter les t-shirts rouges. Et si je prends par exemple l'exemple du gros pari, on pourrait dire, ok, aujourd'hui, je ne fais pas de la vente de sapin de Noël, bah, demain, je vais le faire. Bon, là, ce serait plutôt un nouveau service d'ailleurs dans mon exemple. Mais après, par contre, je pourrais dire, bah, je vais me lancer dans de la logistique. Ça, ce sera un gros pari. Et ça va être important de le savoir, parce qu'en fonction, on choisira la bonne organisation en face. Donc là, on sait où on veut aller, c'est ma vision, c'est mon arc-en-ciel. Bon, si possible d'ailleurs, on évite d'en avoir deux. Et après, la question, c'est comment on pense y aller. Donc, revenons à notre pont. Quelle est l'organisation optimale pour relier notre stratégie à notre exécution? Donc, au début, ce qu'on fait, on comprend quelle est la stratégie. Et en fonction de ça, on va voir comment on le fait. Et c'est là où on va regarder quoi? Quels sont nos freins? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers là? Donc, un des trucs souvent qui est intéressant à faire, c'est de repérer les couplages aujourd'hui. Donc, couplage, c'est quoi? Donc ça, c'est un truc un peu générique. Dans un système, une entité est dit couplée à une autre si elle dépend d'une autre ressource fournie par celle-ci. Donc en gros, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous êtes une équipe et que vous avez besoin d'une autre équipe pour avancer, vous avez un couplage. Et c'est là où après, on pourra voir est-ce que le couplage il est fort, ou est-ce que le couplage il est faible, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout. Donc on pourra aussi parler de dépendance, mais globalement, c'est dans votre organisation actuelle. Donc il y a les couplages entre équipes, et il peut aussi y avoir la partie couplage technique. Donc couplage technique, c'est plus... Ok, vous êtes en train de partager le même asset technique. Et c'est tout ça qu'on va vouloir regarder. Donc, quelques exemples de couplage. J'en ai parlé. L'asset technique. Deux assets techniques discutent entre eux de manière synchrone. Et si le référentiel il n'est pas là, pouf, l'autre asset, il ne marche plus. La partie fonctionnelle, en gros, c'est là où le domaine métier facturation est partagé entre plusieurs assets techniques. Là, c'est là où je peux être embêté parce que dès que je vais vouloir le faire évoluer, je suis un peu bloqué. Le dernier sur la partie couplage fonctionnel qui est en bas, il est intéressant. C'est en gros, je dis que j'ai un référentiel produit, et en fait, il me sert et à la vente et à la logistique. Et c'est là où on peut se poser la question de savoir si c'est le même. À partir du moment où vous décidez que c'est le même, ça veut dire qu'à chaque fois que vous créez un produit, il faut toutes les infos pour la vente, la couleur, des choses comme ça, le poids du produit, et qu'à chaque fois, il va falloir aussi renseigner d'autres informations qui ne servent pas du tout à la vente. Par exemple, c'est quoi le poids du colis? Comment est-ce qu'on fait pour la partie stockage? Est-ce que c'est des matières dangereuses? Est-ce que c'est des matières alimentaires? Des choses comme ça. Et là, à partir du moment où vous décidez que ce n'en est qu'un seul, là, il y a un couplage entre le référentiel produit sur la vente et le référentiel produit sur la logistique. Et en gros, ça marche bien à partir du moment où systématiquement, un produit, il passe par les deux. Et si vous avez un cas où c'est pas vrai, là, vous avez un bon couplage qui va bien vous embêter. Et le couplage organisationnel, c'est des liens entre plusieurs équipes. On va revenir au pont, encore. Mais de quelle organisation parlons-nous? Donc, est-ce qu'on parle de l'organisation humaine? Est-ce qu'on parle de l'organisation technique? Je parle d'organisation. Ou est-ce qu'on est en train de parler des deux? Vous en doutez, si je parle de ça, c'est que je vais dire qu'on a une organisation socio-technique dans laquelle la partie humaine et technique sont liées. Et là, j'invoque Melvin Conway, qui nous dit que les organisations qui conçoivent des systèmes tendent inévitablement à produire des designs qui sont des copies de la structure de communication de leur organisation. Donc en gros, ce qui va se passer, et c'est un peu, on va dire, le mal ou le bienfait, je ne sais pas, des organisations qui font du logiciel. Souvent, ce qui va se passer, c'est que si vous avez une équipe qui fait le front-end, une équipe qui fait le back-end, des fois, vous allez voir que dans le code, c'est défensif. Donc, ce qui est possible de faire, c'est que je vais auditer une application et je vais comprendre comment les équipes étaient organisées au moment où ça a été fait. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve dans le code l'organisation humaine. Et inversement. Donc là, c'est drôle, hein. Et comme ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder les couplages techniques et les couplages organisationnels. Il faut se dire que les deux vont ensemble. Couplage socio-technique. Donc ça, c'est un couplage qui est technique et humain. Donc deux équipes partagent le même asset technique, à savoir un même front-end. Donc quand elles livrent en production, elles livrent aussi l'asset des voisins. Quand le build casse, il faut trouver qui l'a cassé. Donc là, voilà, vous avez un exemple où vous avez un bon lien qui est, si on regarde que la partie organisation humaine, vous avez l'impression que tout se passe bien. Et si vous regardez sous le capot, vous allez voir que c'est pas du tout vrai. Et c'est là où on dit, il faut pas mettre en prod votre organisation humaine. Donc là, les heuristiques, limiter au maximum le nombre de dépendances entre les entités de ce système, limiter les dépendances bidirectionnelles, maîtriser le canal de communication, avoir un couplage le plus faible possible. Donc, par défaut, ce qu'on va faire, on va essayer de casser tous les couplages. Si on n'arrive pas à les casser, on va les diminuer, avec des exemples comme l'open source interne. Et si on n'arrive pas à les diminuer, on va les gérer. Et tout ça, on va le faire quoi? Au regard de la stratégie. Donc, quand faut-il adapter l'organisation? Quels changements sont importants? Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas passer notre vie à changer l'organisation tout le temps et on va se poser la question. Donc maintenant, moi, ce que je dis, c'est que
c'est quand la stratégie change qu'on va changer souvent l'organisation. Et qu'est-ce que ça veut dire changer de stratégie? Si par exemple vous décidez d'allouer moins de ressources par rapport à quelque chose parce que le contexte a changé, merci la guerre en Ukraine ou un truc comme ça, bah finalement c'est un changement de stratégie. Vous n'avez peut-être pas changé la vision, mais vous avez changé peut-être l'horizon de temps de la vision, comment on compte y aller, quelle est l'option, bah, quelque part vous avez changé la stratégie. Et donc en gros, quand l'allocation de moyens, et ça c'est plus ce qu'on constate, si ça varie de plus ou moins 10% à la hausse ou à la baisse, bah, c'est qu'en général vous avez besoin de changer votre organisation. Tout ça, ou c'est aussi pour dire on va faire un nouveau pari, bah là il faut changer aussi. Donc après, principe général, alignez votre organisation socio-technique avec vos stratégies pour diminuer les frottements. Donc ça c'est ce qu'on veut faire. Donc on va commencer par définir des priorités claires, vérifier que la stratégie nous donne des informations actionnables. C'est l'exemple de plus de revenus, moins de coûts et des utilisateurs plus contents. Là, j'ai aucune information actionnable parce que tout le monde peut me le dire. Quand vous faites ça, vous descendez juste d'un cran souvent dans l'organisation, la décision de savoir comment faire. Et la stratégie doit évoluer en fonction des feedbacks. Une fois qu'on a fait ça, on va rendre visibles les couplages et on va essayer de les diminuer. Donc on va essayer de les casser, de les diminuer et on va les gérer si on n'y arrive pas. Et après, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on ne fiche pas l'organisation et on préfère une organisation qui bouge au fur et à mesure plutôt qu'un truc qui est hyper bien décrit mais figé. Donc c'est ça qu'on va essayer de ne pas faire. Et c'est la fin pour les principes. Dans l'étape d'après, je vais parler un peu de théorie en parlant de Team Topo. Et ensuite, je vais vous donner un cas concret pour vous dire, OK, j'ai dit qu'il fallait l'aligner l'organisation par rapport à la stratégie. C'est bien tout ça, mais comment on fait ?